Merci, professeur Bosfeha, qui, je rappelle, c'est un cousin très proche et ami de longue date. Donc, je vous remercie de nous avoir invités et d'avoir organisé ce symposium sur les nouvelles approches dans les infections respiratoires, approche syndromique, et qui va être présenté par professeur Ftouh, chef de service de pneumologie du CHU Ibn Sina de Rabat, un grand ami de longue date. Yallah, marhaba. Merci à vous et à mon tour, je remercie le comité d'organisation de ce congrès très riche et je pense que moi personnellement c'est la première fois que je participe à ce congrès et on est heureux d'être avec vous et on vous demande de plus de collaboration dans ce sens à l'avenir, Inch'Allah. Alors mon exposé aujourd'hui, il va être consacré à une approche qui est récente, c'est une approche de prise en charge des infections respiratoires. C'est une approche qui a été développée il y a plusieurs années, mais maintenant il commence à prendre de la place de façon très très importante. Alors je commence par le cadre nosologique. Qu'est-ce qu'on veut dire par infection respiratoire? Alors j'exclus d'emblée les infections respiratoires chez l'immunodéprimé. On ne parle pas d'immunodéprimé. J'exclus les infections respiratoires chroniques. Et on va se consacrer aux infections respiratoires aiguës. Vous savez qu'il y a les infections de l'enfant et les infections de l'adulte. Bon, il y a des collègues pédiatres avec nous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils divisent en infections respiratoires hautes et infections respiratoires basses. Vous savez que les hautes chez l'enfant, c'est plutôt viral. Et en matière d'adulte, on parle d'IRABC, c'est-à-dire les infections respiratoires aiguës basses communautaires. Et là, on a trois sous-entités, les bronchites aiguës, les pneumonies communautaires et les exacerbations de BPCO. On parle d'infections liées aux soins, et là on divise en pneumonie nosocomiale et en pneumonie liée à la ventilation mécanique. Ce sont plutôt les réanimateurs qui sont beaucoup plus impliqués dans la gestion de ces pneumonies. Et puis il y a une troisième nosologie, c'est les surinfections de tout ce qui est maladie chronique, en particulier les dilatations des branches, la mycoviscidose, les séquelles, etc. Donc vous voyez que c'est un cadre qui est très hétérogène. Et pour chaque entité, il y a une prise en charge particulière. Mais comme on va voir, ces entités, ils ont des points en commun. On va les voir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par approche classique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait depuis longtemps? C'est concernant le diagnostic. Comment on pose le diagnostic d'une infection respiratoire? Tout d'abord sur les signes d'orientation clinique, sur les anomalies biologiques, en particulier l'animation formule CRP, la procalcitonine, et sur les signes d'orientation radiologique, en particulier la radiothoracique et le scanner thoracique parfois. Donc avec la clinique, la biologie et la radiologie, on va dire que mon malade a une infection, il s'agit d'une bronchite, et éventuellement, je vais dire, vu que l'aspect radiologique, c'est une opacité systématisée, j'évoquerai un pneumocoque par exemple. Et de là, je vais proposer un traitement antibiotique. Ça, c'est l'approche classique qu'on utilise maintenant et depuis longtemps. Alors, cette approche classique, elle est basée sur des examens biologiques. Alors, de quoi on dispose? On dispose de l'examen cytobacter crachat avec la difficulté qu'on a sur le plan validité. On dispose des sécrétions bronchiques. C'est la fibroaspiration, c'est le LBA et c'est le brossage distal protégé qui reste quand même la méthode de référence. Alors, concernant ces examens, on ne les fait pas systématiquement, on ne les demande pas. Mais par contre, c'est indiqué devant l'échec de première intention et devant les formes graves en matière de pneumonie. Et en matière de BPCO, exactement de BPCO, vous voyez que la demande elle est un peu plus large. C'est l'échec d'antibiothérapie préalable, c'est l'antécédent de colonisation à Pseudomonas, c'est l'obstruction bronchique sévère, c'est la gravité de l'épisode et c'est l'immunodépression associée. Donc, on ne demande pas systématiquement ces examens, mais on les fait devant des situations particulières, en particulier les formes graves d'emblée et l'échec de première intention, antibiothérapie de première intention. Alors, cette approche classique, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la nosologie, ils ont des points en commun. C'est quoi ce point? C'est le traitement empirique. On gère toujours presque de façon empirique. On propose une antibiothérapie selon les données cliniques, radiologiques et biologiques. Selon le germe présumé en cause, comme je vous ai dit, l'origine virale ou bactérienne présumée, bon, vous savez que pour le virus, on ne donne pas d'antibiotiques, selon l'écologie microbienne locale ou régionale, si on la connaît, et selon aussi le spectre d'action des antibiotiques, est-ce que l'antibiotique, le germe est sensible, est-ce que le germe est résistant? Cette approche classique,
elle a des limites et des contraintes. C'est quoi? Parfois, on a des tableaux frontières. Vous savez qu'il y a des virus qui peuvent donner le même tableau clinique qu'une bactérie. Et donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est un virus ou une bactérie? Parce que pour la bactérie, on doit donner un antibiotique. Mais pour le virus, ce n'est pas la peine. Parfois, il y a les deux, virus et bactéries. L'étiologie virale, vous savez qu'il vaut mieux prescrire un antiviral, surtout lorsqu'il s'agit d'un tableau grave. L'antibiothérapie, parfois, lorsqu'on veut proposer une antibiothérapie, on ne sait pas. Est-ce qu'on va viser le pneumocoque, l'hémophilus ou le staphylocoque? Bref, il y a 4 ou 3 germes, on ne sait pas. L'échec thérapeutique, lorsqu'il y a échec thérapeutique, on ne sait pas est-ce qu'il faut attendre 3 jours, 4 jours, 8 jours pour redresser. Et là, ça a un coût, ça a un impact négatif sur la durée d'hospitalisation et sur le coût de la prise en charge du patient, en particulier le séjour, et les molécules qui sont utilisées malheureusement, qui peuvent devenir résistantes avec le temps. Donc, vous voyez que cette approche, elle est ce qu'elle est. Elle sert à beaucoup de choses. On travaille avec depuis longtemps, même actuellement. C'est une approche probabiliste. Mais cette approche récente, elle peut nous résoudre quelques problèmes dont on a parlé. Alors, c'est quoi cette approche? C'est l'approche syndromique. L'approche syndromique, Alors, cette approche, elle est basée sur 2 types de tests. Le test conventionnel, c'est-à-dire ce qu'on faisait ou bien ce qu'on fait de façon conventionnelle. À partir d'un échantillon, que ce soit l'examen cytobacte de crachat ou bien le LBA, on va demander plusieurs examens, plusieurs bancs d'examen qui vont partir au laboratoire. On va attendre plusieurs résultats, en quelques heures, en 24 heures, en 48 heures, ils vont rendus. Plusieurs comptes rendus, le biologiste il va vous écrire plusieurs comptes rendus. Et par conséquent, on aura une durée plus longue. On va attendre un peu plus longtemps pour recevoir les résultats. Alors, cette approche syndromique actuelle, c'est à partir d'un seul échantillon, que ce soit un échantillon des expectorations, un échantillon de LBA, c'est un seul test qui se fait, c'est plusieurs résultats en même temps, et c'est en 1 heure. C'est la rapidité, et par conséquent, il y a une bonne gestion du patient concernant l'hospitalisation et concernant la décision. Donc, voilà un petit peu l'approche récente. C'est une approche qui est basée sur, d'une part, une simplification des examens. Il y a un seul échantillon, plusieurs examens en même temps, et la rapidité du rendu des résultats, en particulier, qui va impacter la gestion des patients. Alors, c'est le FilmArray, c'est le fameux FilmArray, qui est un système automatisé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de biologie. Mes amis biologistes, ils peuvent intervenir beaucoup mieux que moi. C'est une polymérisation, c'est une amplification génique, PCR multiplex niché, qui va être basée sur l'extraction de l'ADN. Ce sont des cassettes qui sont prêtes à l'emploi, et puis il y a des amplifications géniques avec des séquences et de l'agent pathogène. Donc voilà un petit peu le dispositif. C'est une préparation de 2 minutes, la phase pré-analytique. Il faut juste mettre le produit, l'échantillon au niveau de l'appareil, il y a les cassettes et tout un système automatisé qui va être déclenché pour vous donner le résultat. Je donne toujours l'exemple pour comprendre. Pour faire la gazométrie sanguine, nous pneumologues, on a besoin de faire un prélèvement artériel. Et ce prélèvement, on le met dans l'appareil de gaz du sang. Et en 5 minutes, il nous donne 20 paramètres. Oxygène, CO2, pH, sodium, potassium, etc. Donc c'est la même chose, c'est presque la même chose. On vous donne des résultats sur le plan bactériologique, virus, bactéries, et ainsi de suite. Alors, il y a 2 types de panels. Le premier panel, c'est ce qu'on appelle le panel respiratoire. Alors, le premier, c'était uniquement des virus avec 3 bactéries. Bordetella, chlamydia et mycoplasme. Et vous voyez qu'il y a plusieurs virus. Et là où les pédiatres, ils ont beaucoup travaillé avec ce panel au départ parce qu'ils ont beaucoup isolé les virus. Et le panel pneumonique, qu'on appelle le panel pneumonique, qui est utilisé par les pneumos, par les réanimateurs, vous voyez qu'il comprend 34. Il y a des bactéries. On a Pseudomonas, Klebsiella, les Escherichia coli. Il y a les bactéries atypiques, il y a les virus et il y a même les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, vous voyez que le panel pneumonie, il est très exhaustif, il est très intéressant. Il cherche les bactéries, les virus, bactéries atypiques et germes de résistance. Donc, vous comprenez l'utilité de ce panel par rapport au premier où il y avait uniquement des virus et 3 bactéries. Donc voilà, le biologiste il nous répond par une analyse semi-quantitative, c'est-à-dire il nous dit nous avons une bactérie à 10 puissance 5 copies, nous avons une bactérie à 10 puissance 7. C'est comme la culture, unité pharmacolonie, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6.
Et le clinicien, il va raisonner en fonction de la clinique, bien sûr, et en fonction de la biologie et de la radiologie. Alors, pour les bactéries, c'est une analyse semi-quantitative, mais pour les bactéries atypiques et les virus, c'est une analyse qualitative, c'est-à-dire une fois détecté, il est pathologique. Lorsqu'on détecte un chlamydier, on n'a pas besoin de dire 10 puissance 2 ou 4, c'est chlamydier, c'est pathologique. Lorsqu'on détecte un human métapneumovirus, il est pathologique. Donc, pour les bactéries, analyse semi-quantitative, c'est en copie par millilitre, et virus et bactéries atypiques, c'est une analyse qualitative, c'est-à-dire détectée ou non détectée. Voyons maintenant la performance. Alors, je vous ai dit que les pédiatres, ils ont beaucoup utilisé, et vous voyez qu'il y a plusieurs études. Par exemple, en 2015, il y avait un impact sur la prise en charge des patients, des enfants, avec une pathologie virale. Il y avait une réduction du nombre de tests laboratoires, une réduction du nombre de radiographies, réduction de l'antibiothérapie. Il n'y a pas d'antibiothérapie abusive parce qu'on n'a isolé que des virus et ça ne sert à rien de donner des antibiotiques, augmentation de l'utilisation des antiviraux et l'isolement aussi avec la réduction de durée de séjour. Donc déjà en 2015, il y avait des publications dans ce sens en pédiatrie et vous voyez que le taux de positivité, il est quand même à 51% et on trouve un peu de taux, quel que soit l'âge de l'enfant. Et vous voyez que le maximum a été détecté entre 6 et 36 mois. Et retenez aussi qu'il y a parfois les deux. On peut trouver les deux, virus et les bactéries. Et c'est mentionné ici, en co-infection, c'est 25%. Donc, il y a parfois que des virus, parfois que des bactéries, mais parfois il y a les deux. Donc, chez l'enfant, la sensibilité à la spécificité, elle est très, très élevée. Vous voyez le tableau avec les différents virus, et il va de 95 à 100%. Une autre étude, toujours en pédiatrie, pour vous illustrer un petit peu l'intérêt de cette technique en pédiatrie, ils ont comparé pendant 2 périodes, entre juin 2010, juin 2012 et octobre 2012-2014, ils ont comparé des enfants chez qui on a fait la PCR et des enfants chez qui on n'a pas fait. Donc la prise en charge. Et vous voyez que ici, le même résultat, c'est une diminution de l'utilisation des antibiotiques, c'est déjà pas mal. Une diminution de la prescription des radiothoraciques, donc on trouve un virus, donc ça ne sert à rien de faire la radiothoracique. Et une augmentation des précautions d'isolement. C'est pour la prise en charge virale, c'est l'isolement, et puis le malade, il peut rentrer chez lui et pas besoin de rester à l'hôpital. Alors, voyons un peu quelques études chez l'adulte. Chez l'adulte, là aussi, il y a des études en 2016, ils ont pris des malades au niveau des urgences, malades hospitalisés, pour des infections respiratoires, et ils ont aussi étudié l'impact de la PCR dans la prise en charge des patients. Alors, même constat. Meilleure prescription des antiviraux, donc on a détecté plus de virus, donc on a prescrit plus d'antiviraux. Il y a une diminution de durée d'hospitalisation et il y a un ajustement de l'antibiothérapie. Vous savez, lorsqu'on détecte un virus, ça ne sert à rien de continuer l'antibiothérapie. Vous voyez que dans 40 à 60%, on arrête l'antibiothérapie. Ça a un impact très positif sur la problématique de résistance et bien sûr sur le coût et les effets secondaires que peuvent engendrer. Toujours dans cette notion d'infection virale, je vous projette ici des méta-analyses. Vous voyez que, par exemple, cette méta-analyse, l'infection virale, elle est de 24% dans les soins intensifs. Elle n'est pas négligeable. On a l'impression que toutes les infections sont d'origine bactérienne. Non, elles sont d'origine virale, et même en unité de soins intensifs. Ça, c'est une étude de mes amis en réanimation médicale de l'hôpital Avicenne. Vous voyez que là aussi, ils ont trouvé un taux de 39% d'infection virale en réanimation. Donc, infection virale sévère, ce n'est pas obligatoirement une infection bactérienne. Il faut penser aux infections virales. D'autres études. Pneumonie communautaire, on a l'impression aussi que c'est taux d'origine bactérienne. Or, dans 13 à 56% des cas, ils sont d'origine virale. Et la grippe. Donc, si on ne pense pas au virus, à la grippe, si on ne pense pas à faire cette approche, on ne détecte jamais un virus. La mortalité des pneumonies communautaires virales est aussi importante que les pneumonies bactériennes. Et les pneumonies aiguës nosocomiales virales existent aussi. Il ne faut pas penser que les pneumonies nosocomiales sont toujours d'origine bactérienne, mais ils peuvent aussi être d'origine virale. Ici, 22,5% versus 59% bactérienne, donc mortalité équivalente. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'étiologie virale est là, chez l'adulte, aussi bien en soins intensifs, en réanimation. Elle est responsable d'une mortalité, malheureusement. Bon, ça, c'est des études aussi qui vous montrent que les pneumonies communautaires sont d'origine virale. Il y a les co-infections bactériennes virales et les pneumonies nosocomiales aussi en réanimation médicale. Ils peuvent être d'origine virale bactérienne ou co-infection.
Donc tout ça, ce sont des études qui illustrent un peu la problématique de virus associés aux bactéries et l'approche syndromique actuelle, elle permet de détecter largement les virus et les bactéries. Toujours dans la performance, il y a des études, bon, j'ai choisi quelques études, par exemple celle-ci en 2018, qui ont étudié, bon, je fais la synthèse de l'étude, ils ont pris 259 lavages broncho-alvéolaires de malades hospitalisés pour symptômes respiratoires, les infections respiratoires aiguës. Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Que le Filmerae pneumoniae permet la détection de pathogènes dans 60 à 70% de plus par rapport à la culture. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que cette technique, elle va prendre même les cadavres, même les germes morts. Donc, c'est la raison pour laquelle elle va détecter le maximum. C'est une technique d'amplification génique. Elle permet de détecter aussi les virus dans 20% des cas, même si le médecin n'a pas demandé. Vous voyez que dans 23% des cas, le médecin n'a pas demandé la recherche virale, mais on a trouvé dans 20% des cas de virus, ça veut dire qu'on a redressé le diagnostic et on a traité de façon correcte les patients. Et les résultats sont exploitables au niveau clinique, c'est-à-dire avec cette approche, on a pu ajuster le traitement antibiotique dans 60% des cas, avec 3 à 4 jours plus tôt. Donc on a ajusté 3 à 4 jours avant l'antibiothérapie. Alors imaginez un patient qui est en réanimation, vous lui donnez un antibiotique, il ne s'améliore pas jusqu'à 10 jours. Bon, ça c'est pas bien. Mais lorsqu'on ajuste au bout du deuxième jour, c'est bien, on peut sauver le patient. Toujours dans la performance, un autre article aussi qui est publié en 2018, et là aussi, ils ont étudié les lavages broncho-alvéolaires, 846 lavages broncho-alvéolaires, y compris les mini-LBA, et les expectorations, y compris les aspirations trachéales. Et ils ont fait une évaluation clinique et prospective. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que du fait des différences fondamentales entre la culture et les méthodes de biologie moléculaire, la spécificité de Filmerae pour les bactéries comparée à la culture est basse de l'ordre de 88%. Donc je répète que la PCR, c'est une technique d'amplification génique et elle prend même les bactéries mortes. Mais la culture classique, elle ne prend pas une bactérie qui est morte, ne va pas pousser. Donc ça, c'est une chose qui est importante qu'il faut retenir concernant cette étude. Bon, la sensibilité, d'après les études, c'est une sensibilité qui est assez élevée, aussi bien dans le lavage broncho-alvéolaire que dans l'expectoration. Alors, j'ai pris cette étude aussi pour vous montrer un petit peu la performance. Là, ils ont pris 127 patients chez qui on a fait, pour un bras, on a fait des examens non, ici, ils ont comparé l'impact de la PCR virale et la procalcitonine. Quel est l'impact de ces deux examens dans la gestion des infections respiratoires? Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que la durée et le coût du traitement sont faibles chez le groupe ayant reçu plus rapidement les résultats. Donc, moralité, plus on fait cette approche, l'analyse multiplexe, tôt, rapidement au cours de l'admission du patient, et plus on va gagner en matière de pronostic. Et puis, ils ont constaté aussi que lorsqu'on a une PCL virale positive et un taux de procalcitonine très bas, ils ont conclu que l'infection bactérienne est très peu probable et ils ont arrêté le traitement antibiotique. Donc l'approche ici, elle est associée à la procalcitonine pour décider de l'arrêt de l'antibiothérapie. Vous savez que les réanimateurs, parfois, ils ont du mal à décider l'arrêt de traitement antibiotique devant un patient intubé. Alors cet article, je le trouve intéressant parce qu'il a comparé l'approche, il a comparé la PCR multiplex à la culture, à la culture. Bon, je ne vais pas vous encombrer par les résultats, mais par contre, j'ai résumé la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En conclusion, ils ont trouvé que le taux de concordance positive il est de 98% et le taux de concordance négative il est de 96%. Là, je répète, comparaison entre PCR multiplex et la culture. La concordance semi-quantitative, elle est de 43%, avec bien sûr des valeurs de 10 puissance 5 unités pharmacolonées en culture qui sont rapportées à 10 puissance 5 copies. Ils ont aussi conclu que les cibles virales ont été détectées dans 17,7% par le panel pneumonier, dans 39% en association à des bactéries. Et l'étude des dossiers des malades a objectivé l'ajustement des antibiotiques dans 70%, donc 48% des escalades ou d'arrêt. Et par conséquent, on a économisé en moyenne 6,2 jours de traitement par patient.
Donc tout ça, ça résume l'impact de cette approche multiplexe rapide concernant la gestion globale du patient en matière d'ajustement au traitement antibiotique, en matière de durée d'hospitalisation, en matière de détection virale et bien sûr en matière de pertinence diagnostique étiologique. Alors, si je fais la synthèse de ce panel respiratoire, premièrement, elle améliore le diagnostic étiologique, gain en sensibilité, réduction du délai diagnostique, le rendu en 1 heure, 2 heures, disponibilité accrue des résultats aux cliniciens, sont des techniques rapides, sont connectées avec le système d'information. Deuxième intérêt, meilleure maîtrise de risque infectieux et viral. Auparavant, on ne pensait pas beaucoup aux maladies virales. Bon, nos amis pédiatres, ils pensent beaucoup, mais nous, chez l'adulte, on ne pense pas beaucoup aux maladies virales. Décision d'isolement mieux ciblée, plus vite élevée, traitement antigrippal mieux ciblé. Vous savez que les infections virales en réanimation, si on ne donne pas les antiviraux, le pronostic reste sombre. Parcours de soins, la décision d'hospitalisation, elle est mieux documentée et la durée de séjour, elle est plus faible. Autre avantage, prescription davantage des antiviraux. Donc, on améliore le pronostic. Redressement précoce de l'antibiothérapie. Lorsqu'on fait rapidement cette approche, on va redresser rapidement. Le fait de redresser rapidement, ça améliore le pronostic. Détection des résistances. N'oubliez pas que le panel pneumonie, il nous offre la possibilité de voir est-ce que mon malade il a des gènes de résistance à tel ou tel antibiotique. Et donc, ce n'est pas la peine. Par exemple, en réanimation, si on fait l'approche dès le début, si le réanimateur voit qu'il a des gènes de résistance, eh bien, il va éviter l'antibiotique. C'est améliorer le pronostic. Améliorer donc par conséquent la morbimortalité et l'étiologie microbienne locale et régionale. Le fait qu'on a cette approche syndromique et analyse multiplexe à travers le pays, dans plusieurs villes, ça nous a donné, ça nous a réglé un problème depuis longtemps, c'est l'écologie microbienne. Et actuellement, je pense que plusieurs villes, en particulier Marrakech, Fès, on connaît l'écologie microbienne, Casablanca, Rabat, on connaît mieux l'écologie microbienne et je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Merci pour votre attention.